31 janvier 1958. Le sous-marin Ruby, qui coula à lui seul plus de bâtiments que tout le reste de la marine française pendant la Seconde Guerre mondiale, est sabordé au large du Cap Camarat. Son pacha, l'amiral Georges Cavagné, refusa de livrer sa dépouille à la ferraille. Le sous-marin Ruby est devenu en quelques années une des épaves les plus réputées de Méditerranée. Plusieurs milliers de plongeurs l'ont déjà visité. Sa réputation s'est faite grâce à des conditions exceptionnelles de plongée. Posé sur le sable à une profondeur d'environ 40 mètres, l'eau y est toujours limpide et des milliers de poissons, girelles, anthias, sards, se laissent bercer au gré du courant, souvent très fort les jours de Mistral. Derrière la tourelle, le panneau de descente est ouvert. Et bien que de nombreux plongeurs s'y soient arrêtés, seuls quelques-uns très expérimentés ont déjà exploré l'intérieur du sous-marin. Mais très peu d'entre eux connaissent sa véritable histoire. Le Ruby faisait partie de la série des sous-marins au nom de pierres précieuses. Le saphir, la turquoise, puis le diamant, la perle. Ce n'étaient pas des sous-marins d'attaque, bien qu'ils aient des torpilles, mais c'était des sous-marins qui étaient construits pour aller larguer, en général en vue des côtes ennemies, des mines sur leurs chariots. Chaque sous-marin avait 32 mines, réparties dans 16 puits, 8 de chaque côté. Lorsque le sous-marin larguait sa mine, la mine accrochait un chariot, reposait au fond de l'eau pendant un certain temps, une cartouche de sel se dissolvait lentement et la mine remontait, retenue par une chaîne, à quelques mètres de la surface. C'était le rôle de ces sous-marins dont le besoin s'était fait sentir lors de la guerre de 1914-1918, où les Allemands possédaient pas mal de sous-marins mouilleurs de mines et nous n'en possédions pratiquement aucun. Le Ruby a été lancé en 1928. Peu après son lancement, il a servi à des essais de radio parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore communiquer entre les bâtiments et la surface. Et il a fait des raids, c'est-à-dire qu'il a fait de grands voyages entre Brest, Bizerte et retour. Et tout doucement, nous sommes arrivés à la Seconde Guerre mondiale. Alors là, on le rapatrie en France, en Atlantique. Et comme les Anglais ont besoin de sous-marins mouilleurs de mines, au début de la guerre, le Ruby se retrouve en Angleterre. Et c'est là qu'il vivra la drôle de guerre en mouillant quelques mines, en attendant l'armistice. À l'armistice, tout s'arrête, le Ruby est démobilisé dans un port anglais. Le port anglais de Dundee, sur la côte est de l'Écosse, à l'embouchure de la rivière Tay. Voilà l'endroit où on venait charger nos mines, où on venait embarquer nos mines. Vous voyez les grues ici, là, le long des quais, ici. Là. Quand on arrivait de mer, c'est là qu'on venait atterrir, voire amérir si vous voulez. Ici. Et la base sous-marine est derrière ces bâtiments-là. Au moment de l'armistice de 1940, le Ruby effectuait sa 4e mission près des côtes de Norvège. Il était alors sous le commandement du capitaine de corvette, Georges Cavagné. On est parti en mer pour cette 4e mission et l'armistice a été signé le 24 juin avec l'Allemagne et le 26 avec l'Italie. On a mouillé nos mines le 26 ou le 27 juin.
bien après l'armistice. Et on est rentré à Dundee le 30 juin. On avait déjà pris parti. On avait déjà dit qu'on continuerait la guerre auprès des autorités britanniques. On devait même porter l'uniforme britannique. Seulement, on a dit, sur notre acte d'engagement dans les forces navales françaises libres, on pose une condition, un additif, sous condition de rester sur le Ruby avec le commandant Cabanier. On a signé le 4 juillet 40, hein, presque 15 jours après, quoi. Et voilà comment ça s'est passé l'armistice. Aujourd'hui, le Ruby est signalé sur les cartes marines comme but sous-marin. Anne et Jean-Pierre Joncheret connaissent par cœur les enseignures, c'est-à-dire les points de repère visuels qui permettent aux plongeurs de retrouver l'épave à quelques mètres près. Un petit coup de sondeur fera alors l'affaire pour se positionner parfaitement au-dessus du sous-marin. Lors de la descente dans le bleu vers le Ruby, Anne croise un banc de sars qui semble nous indiquer le chemin. De la proue à la poupe, il nous faudra parcourir 60 mètres pour remonter le long du sous-marin. Début 41, le Ruby est au carénage à Portsmouth, au sud de l'Angleterre. En juin, il reprendra la mer avec de nouvelles mines anglaises, adaptées au système de mouillage français. Quelques jours plus tôt, le cuirassé allemand Bismarck est coulé par la marine anglaise. Avec le Bismarck, il y avait un croiseur léger, le Prince Eugen, avec le Bismarck. Alors le Prince Eugen, après que le Bismarck a été coulé, avait essayé de se réfugier en France. Alors tous les sous-marins disponibles ont été envoyés sur les côtes françaises pour faire une chaîne d'un barrage, quoi. Après 2 jours de mer, le Ruby tournait en rond. Alors, on a fait surface pas loin des côtes pour aller voir, en plein jour, pour aller voir ce qu'il y avait entre la coque épaisse et le pont. Et c'est là que Paul Elie, notre copain qui habitait ici, là, a été envoyé comme comment dirais-je, volontaire désigné, j'appellerais. Volontaire désigné. Donc, il ouvre le panneau et il descend à l'intérieur. Il va à l'intérieur pour aller jusqu'au bout, pour voir où se trouve la panne. Alors je le vois toujours parti là, torse nu, une grosse clamolette, un marteau, avec un bout qu'on appelle dans la marine, une ficelle, quoi. Dans la superstructure, il fallait ramper pour aller faire. Il y avait de l'eau jusqu'aux genoux, il a travaillé dans l'eau. Et puis c'est pas ça, mais on l'avait averti que, étant à proximité de la côte française, si on était obligé de plonger en catastrophe, c'est-à-dire, il était foutu, on plongeait sans lui. Ce jour-là, après avoir évité le sabordage pur et simple du Ruby, Paul Elie n'eut même pas droit à la double ration de vin bien sûr, et c'est seulement 50 ans plus tard que le président Mitterrand lui remit la Légion d'honneur. Aujourd'hui, les hélices n'existent plus. Elles ont été pétardées par les plongeurs de la Marine nationale. Équipée de ces 32 mines, la manœuvre d'un sous-marin répond à des règles très strictes de sécurité. Lors de sa 10e mission, le capitaine de corvette Henri Rousselot, successeur du commandant Cabanier, passa très près de la catastrophe. Nous n'avions pas de droit de torpiller de bateau avant d'avoir mouillé nos mines, parce que le mouillage de mines était plus important qu'un torpillage. Les mouillages de mines nous ont rapporté jusqu'à 4 bâtiments à la fois, pour la même patrouille. Alors qu'un torpillage, les autres bâtiments sous-marins français qui se trouvaient en Angleterre ont coulé au maximum 2 bateaux. Mais je crois que
le gibier était trop, trop important pour le laisser passer. C'est arrivé ceci, c'est que nous avions fait deux points de mouillage de mine déjà. Donc il nous restait à peu près 8 mines à bord. Quand au périscope, il a vu quelques gibiers qui s'amenaient, hein, et la tentation a été trop forte pour lui. il a attaqué. Avec 8 mines à bord, il a attaqué avec la tourelle orientable, la tourelle arrière orientable. J'étais en train de casser la croûte au poste arrière. Voir arriver les comment dirais-je, les torpilleurs, les deux torpilleurs, Bévier et Besque. Alors, mais qu'est-ce qui arrive? Je dis, ben, qu'est-ce qui arrive? Qui me dit, Bévier, on va donner au coco, là, un bain matinal. Alors j'ai dit, tu rigoles? Il dit, non, 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 non. La première torpille qu'il a envoyée, elle n'est pas sortie complètement du tube. Elle est sortie, la tête est quand même sortie. Mais la torpille est restée à bord. Alors elle était en route. Ça faisait un barouf là-dedans. Et on tremblait un tout petit peu. Hein. Et le lendemain, c'est là le coup dur, là, qu'on a eu le coup dur. Il lui a envoyé une torpille, mais seulement nous étions à peu près à 300 mètres. Normalement, on ne torpille jamais à moins de 800 ou 1000 mètres. Alors le choc de la torpille qui a bien coulé son lascar. La force, par exemple, si vous étiez en voiture et que vous preniez un mur à 35 km à l'heure, ça a fait un drôle de choc. La déflagration m'a ouvert le panneau d'entrée du poste avant légèrement. Et il y avait de l'eau qui rentrait. On a été obligé de mettre un palan sur ce panneau pour le garder fermé. Et après ça, l'électricité, on est retombé à plat à 45 mètres de fond. Et la lumière, l'électricité est complètement partie. Il n'y avait plus de jus. Alors ça, c'est mauvais aussi, parce qu'on s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on va être prisonnier dans un cercueil d'acier ici, ou quoi? Lorsque, après 16h ou 18h, je ne me rappelle pas très bien, après le coup, on voulait faire surface, les hélices étant noyées dans le sable, il n'y avait absolument rien à faire. Avant, arrière, chasser à l'avant, chasser à l'arrière, rien. Le rubis ne bougeait pas du tout. Hein. Alors, le commandant a eu l'idée d'étrangler l'arrière et de chasser seulement que de l'avant seulement. Alors, c'est ce qu'on a fait, avec tout ce qui pouvait rester d'air comprimé, quoi. Et alors, il a commencé à rechigner un petit peu, il ne bougeait pas, parce que normalement, pour refaire surface, il faut donner un coup avec les électriques aussi. Mais les électriques, ils ne bougeaient plus. Alors, on a commencé, il rechignait, le bateau rechignait, puis d'un coup, bouf, il est monté à 50 degrés de pointe. On avait l'arrière au fond de la mer. Et puis l'avant. Et l'avant à l'extérieur. Et le rubis, il est redescendu. Hein. Alors là, ça en a pris une sacrée claque encore. Et encore plusieurs batteries de cassées. Ça a été terrible. Ce qui a été le plus terrible, c'est que nous étions à peu près à 2000 des côtes, en Norvège, des côtes ennemies. Alors ça fait qu'on a mis les diesels en route et entraîné les électriques, un diesel en route, entraîné les électriques pour faire un petit peu de lumière en même temps. Et on a navigué à peu près pendant 1 heure. Mais alors après, c'est là que le chlore est arrivé et on est obligé d'arrêter. Et ça a foutu le feu à la tête de batterie. La tête de batterie a pris feu et le chlore s'est mis ça a envahi le pont, a envahi l'intérieur du sous-marin. Et nous étions à peu près les 3/4 de l'équipage, nous étions sur le pont, puisque les seuls restants en bas, à bord, étaient seulement les garçons comme les électriciens qui essayaient de réparer les dégâts. Et alors, on était à la cape à ce moment-là, c'est-à-dire à la cape, dans la marine, ça veut dire que rien ne bougeait, le bateau était bercé par la brise, comme on dit. Hein. À côté de moi, j'avais le canonnier qui s'appelait Yves. Il faisait noir, bien sûr, c'était de nuit. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il s'est levé,
et il a été emporté. Il a été emporté, et non seulement ça, mais on ne pouvait pas braquer un projecteur, on était auprès des côtes ennemies. Alors on a perdu le boom comme ça, quoi. La seule solution était, pour que nous puissions nous en sortir, était de traverser ce champ de mines. Alors ce qui est arrivé, c'est que nous avons continué à l'aveuglette. Mais c'est ce qu'ils ont dit, les Anglais. Là, votre chance est entre vos mains. Entre vos mains, ça. Alors nous avons continué à l'aveuglette. Et au petit matin, quand nous avons vu, on était dans un chenal. Il y avait des drapeaux rouges qui étaient tournés. Et alors le commandant n'avait qu'à suivre le chenal et on était sortis. L'aviation nous montrait aussi. Le 22 août au matin, le Ruby est repéré par l'aviation anglaise. Le 25, il remonte la rivière Tay, d'où il avait appareillé 11 jours plus tôt. Parmi tout l'équipage, seul le Boom, le canonnier Yves Turier, est porté disparu. Sous les ordres du commandant Rousselot, il y avait 4 officiers, 9 sous-officiers, 32 matelots et un chien. Bacchus était le chien mascotte du bord. Bacchus était fils de mère et de père sous-marinier. Bacchus est né en 1937 et embarqué à bord du Ruby à cette époque-là, tout petit d'ailleurs, un chiot, lorsque le Ruby a touché le premier port anglais qui était Harwich. Il est venu un officier, un lieutenant anglais du sanitaire. Oh, mais il faut débarquer ce chien, hein. Vous pouvez pas garder ce chien-là, il faut qu'il aille en quarantaine. alors là, le pauvre, il savait pas ce qu'il avait dit. Hein. Alors, il dit, ah oui? Et alors, tu vas prendre notre chien, tu vas prendre notre Bacchus, et puis après, tu prendras le sous-marin aussi pour aller en mer. Hein? Pas de Bacchus, pas de mer. Le chien a fait toute la guerre avec nous. Hein. Il avait son coin à lui. Et il était là, sur ses fesses, et chaque fois, boum, il regardait en l'air, il disait, qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est celui-là ou c'est l'autre? Mais jamais Bacchus n'a aboyé, jamais Bacchus nous a mis dans une position qui aurait pu nous gêner. Hein. Mais Bacchus, en plus, a eu une palme par l'amirauté. Il a été décoré à bord, sur le pont. Bacchus rencontrera même le général de Gaulle en 1941. Mort de vieillesse à la fin de la guerre, il fut enterré en Écosse, à Dunoon. L'esprit de Bacchus est sans nul doute toujours aussi présent autour du sous-marin. Ses successeurs, les nuées d'Antias, de Girel, les Mérou, Congres et autres Murènes, ont investi les lieux et font partie intégrante de l'épave. Il n'est pas rare d'entendre parler dans les clubs de plongée de l'Est varois du Ruby et de son Congre, du Ruby et de sa Murène, et même de voir certains plongeurs, sans doute un peu narcosés, apporter pour amadouer les nouveaux locataires un os que Bacchus n'aurait pas dédaigné. Jean-Pierre et Anne ont répertorié plus de 200 épaves en Méditerranée. De Port-Vendre à Menton, tous ces navires de guerre, de commerce, ces bateaux naufragés, sabordés ou coulés. Tous possèdent leur propre identité, leur âme. Le Ruby
a rejoint la France libre avant son existence, avant l'appel du 18 juin, le jour où Cavagnier a dit à son équipage « Si l'armistice est signé, nous mouillerons quand même les mines. Alors ceux qui veulent débarquer, débarquent, on les remplacera. » Personne n'a demandé à débarquer. Je crois que c'est la meilleure illustration de l'âme du rubis, de l'âme de l'équipage. Et c'est cet équipage, Jean, Robert, Gaston, Paul, Yves, Henri, Georges, le chien Bacchus et tous les autres, qui à bord du sous-marin Ruby mouillèrent à eux seuls 683 mines et coulèrent 31 bâtiments ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance depuis Londres son appel à la résistance. Le 17 novembre de la même année, il crée l'Ordre de la Libération, destiné à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. Le sous-marin Ruby, la corvette Aconite et le 1er régiment de fusiliers marins ont tous trois reçu cette distinction. 56 ans plus tard, l'âme du Ruby est encore sous les feux de l'actualité. Le 18 juin 1996 au Mont-Valérien, le président Jacques Chirac remet au nouveau commandant la fourragère de l'Ordre de la Libération. Capitaine de frégate Pérenne, commandant le sous-marin Ruby, nous vous remettons la fourragère de l'Ordre de la Libération. Aujourd'hui, le Ruby renaît à la mer. Son nom, tradition oblige dans la marine, a été donné au nouveau sous-marin nucléaire d'attaque français, conformément au choix fait par le général de Gaulle en 1965. C'est par la volonté de son pacha, de tous les officiers et marins qui vécurent à bord, que le sous-marin mouilleur de mines Ruby ne finit pas à la ferraille. Il repose, enveloppé dans ce linceul marin qui ne pouvait être que le sien.